Bonjour à tous, on est chez GLFO Events et je vous emmène pour découvrir l'équipe et la préparation de Paris. C'est parti. Bienvenue chez GLFO, c'est parti pour la visite. Donc ici, chez nous, au rez-de-chaussée, il y a les bureaux d'Airprotech avec Philippe et Yann qui sont en train de bosser sur les plans de Paris. Au rez-de-chaussée, il y a tous les bureaux de chez Airprotech. Et puis à l'étage, c'est les bureaux de GLFO. Ici, on arrive dans la partie atelier de nos sociétés. Et ici, on entre dans l'atelier à proprement dit de GLFO. Et c'est ici qu'on va retrouver Hugo et Cédric qui sont en train de bosser. Et puis moi je vais vous laisser avec eux. On se retrouve tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, d'accord. Cédric, on n'a pas l'habitude de te voir ici. Tu es plus sur les chantiers et dans un Bobcat. Ouais, là je suis venu rendre une petite visite à Hugo. C'est le responsable technique chez GLFO. Et on est en train de faire un petit point justement sur le matos, les derniers petites bricoles à régler pour le Supercross de Paris. Cette année, c'est un planning chargé, une quinzaine de chantiers en France et en Europe. Là, tu reviens des nations aérenées. Tu as enchaîné avec le SX de Grenoble et puis là, du coup, pleine préparation pour les SX de Paris. Comment ça se passe? Ouais, en effet, bon, le Supercross de Paris, c'est vrai que c'est un gros travail, un gros challenge et une grosse préparation pour toute l'équipe de GLFO. En effet, on a fini sur j'ai fini sur deux beaux événements, le Motocross des Nations pour clôturer la saison outdoor. Et on a rattaqué la saison indoor avec le Supercross de Grenoble, qui s'est bien passé aussi. Mais là, c'est focus sur Paris et on se prépare. Et la piste de Paris, on peut avoir des infos dessus? Ouais, écoute, je finis un truc avec Hugo et puis on voit ça tous les deux, il n'y a pas de souci. Cédric, tu es responsable d'équipe technique pour la construction de la piste. Tu peux nous dire comment est composée cette équipe et la répartition des tâches sur la semaine et les engins que vous utilisez? Ouais, la répartition des tâches, elle est déjà en amont, hein, bien sûr, chacun déjà sait ce qu'il va faire. Après, on a 3 mini-chargeurs à chenilles, on a 2 mini-pelles de la marque Bobcat. Et voilà, en fait, l'idée, c'est qu'on met en place nos modules dès que la terre arrive. Ok. Et cette piste, une fois qu'elle est sortie de terre, vous l'entretenez. Et qu'est-ce que vous faites pour l'entretenir? Encore une fois, grâce à des accessoires Bobcat, en fait, on a, en l'occurrence là, c'est un rot à labour qui nous permet en fait simplement de retourner la terre. De là, en fait, après, on peut arroser, humidifier et pour donner un maximum d'adhérence en fait au pilote et la piste la plus qualitative possible. Et là, c'est une semaine intense de travail, jour et nuit. Le samedi soir, quand c'est le début du show, est-ce que on peut regarder les courses tranquille? Est-ce qu'on est satisfait de son travail à 100%? On va avoir une piste 100% prête? Oui, de toute façon, il faut, c'est mieux, il faut qu'on soit satisfait. Alors, c'est jamais facile, mais on fait en sorte que ça le fasse, que ça soit le cas d'ailleurs, et parce que c'est le press day, c'est les pilotes américains, on a quand même cette pression-là. Et l'idée, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix parce que la course, c'est le lendemain, donc on n'aura pas le temps de tout redémonter, il faut que ce soit prêt. Dès le press day, il faut que ce soit prêt. Écoute, là, ce que je fais, je te laisse monter voir Jean-Luc et Mathieu, et puis on se rejoint là-bas. Yes, à tout de suite. Jean-Luc, on continue cette interview avec toi pour se focaliser sur la conception, la réalisation de la piste, parce que ça nous intéresse. Donc GLFO a la main sur la conception de la piste, du premier plan jusqu'à la réalisation. Et on imagine qu'il y a d'autres acteurs qui entrent en jeu pour la valider, cette piste. Oui, complètement. En fait, cette piste, il y a plusieurs ébauches qui sont faites. Il y a déjà un premier coup de fil qui nous tombe en fin janvier, début février, qui va plutôt vers Cédric, qui donne le start à Cédric pour que justement il puisse proposer un plan, voire deux plans. Donc, Xavier Audouard, qui est le directeur sportif, est très attaché à ça. Il aime bien avoir 2-3 versions pour pouvoir les choisir. Bien sûr, comme depuis le début, comme depuis 40 ans, il est complètement impliqué sur le tracé de la piste. Il fait une grande confiance effectivement à Cédric.
Dès qu'il y a une ébauche qui est faite, elle est proposée au service technique de chez La Rivière, qui est géré par Pascal Auberti, qui lui en réfère au commercial, parce qu'il y a aussi des espaces publicitaires à positionner correctement sur la piste. Et puis après, il y a un vrai retour. Et ce retour-là, c'est-à-dire ce plan revient directement vers Cédric, où là, vraiment, il fait un vrai travail de positionnement d'obstacles. Ouais. Et du coup là Cédric, on a le plan final sous les yeux. Ouais. Donc c'est toi qui as conçu ce plan et tu peux nous détailler un peu ce qu'on y retrouve, les lignes, les éléments. Là on voit qu'il y a aussi du coup du sable. Est-ce que tu peux nous détailler cette piste? Ouais, de toute façon, comme disait un peu Jean-Luc, ça fait partie, le sable, ça fait partie des éléments qui arrivent selon les années où on met ou qu'on met pas. Ça c'est des petits détails qu'on décide ensemble entre tous les acteurs. Mais bon, en fait, ce qui est en premier à placer sur cette piste, quoi qu'il arrive, dans le rectangle qu'on nous détermine, c'est que c'est ce rectangle-là qui est le plus important, c'est la réception de freestyle. Parce que il faut suffisamment d'élan et suffisamment d'espace de freinage pour les pilotes. Ça, et le deuxième élément qui est tout aussi important, c'est le départ, qui soit pratique aussi pour les accès par rapport au paddock, l'entrée et la sortie. En fait, c'est trois éléments, voilà. Le départ, en fait, la bosse de freestyle et même le saut d'arrivée, pour que dans la soirée aussi ça soit assez fluide. Et à partir de là, après, on agrémente un peu tout les lignes, les grandes lignes, d'essayer d'exploiter au maximum le rectangle qu'on a. Et après on peaufine les différents enchaînements, les choses un peu spécifiques comme les hoops. Voilà, tout ça, comme disait Jean-Luc, j'essaie de faire plusieurs versions, et en fonction des versions on discute avec Xavier, et Jean-Luc aussi bien sûr. Et voilà qui arrive le plan version 40e anniversaire. Merci Cédric pour tous ces détails sur cette piste, mais la terre de Paris, d'où elle vient cette terre? La terre de Paris, c'est une grande histoire. Je pense qu'on pourrait écrire un livre. Elle vient se promener d'un stock qui est situé à peu près à, j'allais dire, 20-25 minutes de route de l'Arena. La journée, bien sûr, puisque on passe à 10 minutes la nuit. Il faut savoir que cette terre va être acheminée pendant 2 nuits complètes depuis le stock jusqu'au milieu des tours de la Défense. Et c'est là que l'histoire se complique un petit peu. Pour être plus précis, on a en gros 60 heures pour construire la piste, pas plus. C'est-à-dire que même si on doit livrer la piste vendredi, il faut savoir que mardi à 20 h, on n'a toujours pas commencé. On attend vraiment, quand on parle de nuit, la nuit pour nous, elle commence à 21 h jusqu'à 6 h du matin. Donc, première nuit, on va rentrer la valeur de 150 camions de terre, ce qui fait à peu près 3800 tonnes de terre qui vont rentrer dans la nuit de mardi à mercredi. Là, c'est des équipes de Cédric qui sont en place. Et au petit matin, il y a l'équipe B qui arrive, qui elle fait un peu le ménage, comme on dit. Et on remet le couvert. Avec 1800 tonnes de terre à livrer le mercredi soir jusqu'au petit matin jeudi. Voilà. Et logiquement, jeudi matin, l'apport de terre est terminé. On se garde toujours en secours la nuit de jeudi à vendredi, au cas où on aura un souci, comme ça a été le cas l'année dernière, parce qu'il y a eu des travaux sur la 86. Ça reste un sprint, un vrai sprint, puisque, comme je vous dis, 60 heures, c'est pas rien. La terre, elle est acheminée avec environ une quinzaine de camions qui succèdent et qui font des tours, qui font des rotations pour livrer à l'heure les matériaux. Et du coup, on a toutes ces terres, mais après vous essayez quand même d'optimiser un petit peu en ajoutant d'autres éléments, comme là on voit sur ce plan des bottes de paille, ou alors pour la bosse réception FMX, vous mettez aussi, c'est pas que de la terre. Non, il n'y a pas que de la terre. Il n'y a pas que de la terre. On a des contraintes à la fois techniques, mais aussi publicitaires, qui nous ont forcé au fur et à mesure du temps à trouver des solutions techniques pour adapter les pistes de Supercross à l'évolution du temps. Le FMX est arrivé
en parallèle des supercross il y a une vingtaine d'années, d'où la création de ce que nous on appelle la bosse de freestyle, qui est en fait la réception centrale que vous allez voir sur la piste. Il faut savoir que c'est une bosse qui fait 12 mètres de large, qui fait 19 mètres de long, qui fait 4,50 m de haut. Et en fait, si on regarde derrière le rideau, comme au cinéma, dessous il y a 400 palettes Europe, il y a 4 containers maritimes, il y a toute une structure qui permet de supporter en fait une couche de terre qui va être de l'ordre de 20 cm sur toute la surface. Et en fait c'est un espace publicitaire, mais en même temps c'est une structure technique qui est parfaitement adaptée aujourd'hui au freestyle, parce qu'en fait l'angle d'inclinaison de la réception est parfaite pour les freestylers. Donc on travaille nous pour pouvoir avoir des structures qui sont hyper adaptées à la fois publicitairement et techniquement. On retrouve également la Bossetto, qui est l'appel de Supercross de cette grosse bosse, qui nous permet d'encastrer 2 rampes de freestyle de chaque côté, sans que ça vienne empiéter sur la piste. On a également, vous parliez des bottes de paille, ça nous permet de retenir les virages. Donc il faut savoir que sur cette piste là, il y a 60 bottes de paille qui sont recouvertes, que vous ne voyez pas, les spectateurs ne les verront pas, mais elles permettent de retenir la terre et d'économiser des volumes de terre. On a des portiques publicitaires qui permettent de matérialiser des espaces sur la piste. On a forcément une grille de départ. Tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont montés par nos équipes la journée. Et il ne faut pas oublier le matériel qui est le matériel de balisage et de protection qui est AirProtec. En fait. Donc c'est des petits modules de balisage que vous allez voir sur l'ensemble de la piste, qui sont tous personnalisés aux couleurs des partenaires de l'événement par les équipes de la Rivière. Et tout ça se met en place au fur et à mesure de la semaine. Vous voyez ici on a le planning de réalisation de la semaine qui comprend toutes nos interventions de la société, mais également les interventions de la Rivière Organisation, puisque c'est le maître d'œuvre sur cette épreuve. Et ça c'est du long travail, des longs échanges avec eux pour arriver à un planning nickel, et que quand on arrive à Paris on n'a plus qu'à dérouler. Cette année pour 2023, c'est la 40e édition du Supercross de Paris. Est-ce qu'on peut s'attendre à de l'inédit pour cette édition? Normalement, les dates anniversaires font en sorte que, bon, je ne sais pas si on a un gâteau, mais en tout cas, il y a sans doute des vraies surprises. On va laisser quand même la primeur d'annonce à l'organisateur des éditions La Rivière, qui sont quand même les patrons, les grands patrons de cette manifestation. On va avoir du mal à avoir des fuites pour qu'on sache ce qui va se passer. Il y a des surprises, on sait qu'il y a des surprises. Moi, le plus simple, je pense que c'est de se donner rendez-vous le 18 et 19 novembre. Hein. Merci à vous trois pour ce temps, pour tous ces détails. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous à Paris.